Salut, c'est Augustin de mon indépendance financière. Pour obtenir la collaboration d'autrui, ce sera le nom de ce chapitre 7 de l'ouvrage Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Les idées que vous découvrez tout seul ne vous inspirent-elles pas mieux confiance que celles qu'on vous présente toutes prêtes sur un plateau d'argent? Si ça est vrai, n'est-il pas maladroit d'essayer d'imposer à tout prix vos opinions à ceux qui vous entourent? Ne serait-il pas plus sage de fournir simplement quelques adroites suggestions en laissant l'autre tirer ses propres conclusions? Monsieur Adolph Seltz de Philadelphie, chef de vente dans une grosse maison d'automobile, avait une équipe de vendeurs complètement découragée et désorganisée. Il fallait injecter de l'enthousiasme à tous ces garçons-là. Il les groupa dans la salle de conférence, il les pria de lui parler à cœur ouvert. Qu'attendait-il de lui? Qu'il parlât sans crainte, il ferait tout son possible pour les satisfaire. Les hommes présentèrent leurs revendications. À son tour, il leur demanda « Et maintenant, dites-moi ce que je suis en droit d'espérer de vous. » Ensemble, les hommes annoncèrent la loyauté, l'honnêteté, l'initiative, l'optimisme, la coopération, 8 heures par jour de travail enthousiaste. Un des vendeurs s'offrit à bûcher 14 heures. Le chef inscrivait à mesure toutes ses réponses sur un tableau noir. Les résultats de cette conférence, un redoublement de courage et d'espérance pour tout le monde, les ventes marquèrent bientôt un accroissement phénoménal. Mes hommes avaient fait avec moi une sorte de pacte moral, déclara Monsieur Seltz. Et tant que j'exécuterais ma part, ils étaient eux déterminés à accomplir la leur. Il m'avait suffi de les consulter, de les traiter avec considération, pour obtenir d'eux ce que je voulais. Nous n'aimons pas qu'on nous impose une chose, nous n'aimons pas qu'on nous contraigne, nous aimons infiniment mieux agir de notre propre initiative. Il nous plaît qu'on nous consulte sur nos goûts, nos désirs. Prenons le cas de M. Eugène Wesson. Jusqu'à ce qu'il eût compris cette vérité, il perdit des milliers et des milliers de dollars en affaires manquées. C'est un artiste décorateur en tissu, broderie, costumes, etc. Pendant 3 ans, il prospecta avec persévérance l'un des plus importants fabricants de New York. Il ne refusait pas de me recevoir, expliquait M. Wesson. Il ne me donnait jamais de commande. Il examinait attentivement mes dessins, puis concluait « Non, Wesson, je ne crois pas que nous ferons encore affaire aujourd'hui. » Après d'innombrables échecs, Wesson comprit que sa tactique était mauvaise, et qu'il était dans une ornière. Il résolut d'en sortir, et se mit à étudier l'art d'influencer les hommes. Au bout de quelques temps, il lui vint une idée. Choisissant dans l'atelier où il travaillait une demi-douzaine d'esquisses inachevées, il courut chez son prospecté et lui dit « Monsieur, je voudrais vous demander un service. Voici quelques dessins. Voulez-vous me dire comment nous devrions les compléter pour qu'ils vous conviennent ?» L'acheteur les examina pendant un moment sans articuler un mot, puis il déclara « Laissez-les-moi quelques jours, Wesson, et revenez me voir. » Wesson obéit, revint 3 jours plus tard, recueillit les indications du fabricant et fit terminer les esquisses conformément à ses désirs. Résultat, elles furent toutes acceptées. Depuis cette époque, Wesson a reçu de son client, en l'espace de 8 mois, toute une série d'autres travaux, établis également d'après ses idées. Je comprends, a dit l'artiste, pourquoi je n'ai pu réussir pendant des années à conquérir ce client. Je le poussais à acheter ce que moi je jugeais convenable pour lui. C'est le contraire qu'il lui fallut faire. Maintenant, je les consulte, je lui demande son avis, je lui donne l'impression qu'il crée lui-même, et c'est vrai, il crée. Je n'ai plus besoin de le persuader. Il s'est convaincu tout seul. Quand Theodore Roosevelt était gouverneur de New York, il accomplit un tour de force extraordinaire. Il demeura en bons termes avec les différents chefs de parti, tout en imposant des réformes auxquelles ceux-ci s'opposaient de toute leur force. Voici comment il s'y prenait. Quand un poste important devenait vacant, il invitait les chefs à lui soumettre leurs recommandations. Tout d'abord, disait Roosevelt, il me proposait par exemple un vieux pilier de leur groupement, profitant de cette occasion pour le caser. Je répondais que cette nomination serait imprudente, car elle ne serait point approuvée du public. Il m'apportait alors le nom d'un autre membre de leur clan, qui ne méritait pas plus les critiques que les éloges. Je leur faisais observer que ce candidat décevrait les espoirs du pays, et leur demandais s'ils ne pourraient découvrir quelqu'un de mieux qualifié pour l'emploi. La 3e fois, il suggérait un postulant bien meilleur, mais qui ne représentait pas encore l'idéal désiré. Je les remerciais et les priais de faire un dernier effort. Alors, il nommait enfin le candidat que j'aurais désigné moi-même. J'acceptais avec enthousiasme en leur exprimant toute ma reconnaissance pour m'avoir si bien secondé. Mais je leur laissais croire que c'était eux qui avaient choisi cet homme. Je leur abandonnais tout le crédit de cette nomination. Ensuite, je leur disais que j'avais fait cela pour être agréable et qu'en échange, je comptais sur tout leur dévouement.
Et c'est ainsi que je les ai amenés à appuyer les réformes radicales que l'on sait dans la législation. Retenez bien ceci. Roosevelt eut toujours grand soin de consulter ses collaborateurs et de respecter leur avis. Chaque fois qu'il faisait une nomination importante, il laissait croire aux divers chefs politiques que c'était eux qui avaient choisi le candidat. Un revendeur d'automobiles employait la même tactique pour vendre une voiture d'occasion à un Écossais. Il lui avait montré les automobiles de tout acabit, mais aucune ne lui convenait. Celle-ci était découverte, celle-là trop fermée, cette autre fatiguée, cette dernière trop chère. En fait, elles étaient toujours trop chères. En désespoir de cause, le commerçant vint chercher l'inspiration parmi les élèves de notre cours, dont il faisait alors partie. Nous lui conseillâmes d'abandonner toute tentative pour essayer de convaincre Sandy. Mieux valait le laisser se décider tout seul. Au lieu de lui donner votre avis, demandez-lui, tiens, laissez-lui croire que la décision vient de lui. L'idée lui plut. Justement, il venait de racheter à un client une voiture d'occasion qui ferait probablement l'affaire de Sandy. Il prévient celui-ci par téléphone. Cela vous dérangerait-il de passer un moment chez moi? J'ai un conseil à vous demander. Quand Sandy arriva, le revendeur lui dit, pourriez-vous me rendre un service? Je sais que vous êtes un acheteur averti, un connaisseur en matière d'automobile. Voulez-vous examiner cette voiture, l'essayer, et me faire savoir le prix que vous en demanderiez? Sandy n'était plus qu'un vaste sourire. Enfin, on lui demandait son avis, on reconnaissait ses capacités. Il fit un grand tour avec la voiture et en revenant déclara « Si vous pouvez avoir cette voiture pour 5 billets, prenez-la, vous ferez une affaire. » Bon. Et si je pouvais l'acheter à ce prix, seriez-vous disposé à l'acheter, sans qu'il marchand? 5 billets? Mais oui, parfaitement d'accord. N'était-ce pas son idée à lui, sa propre estimation? Le marché fut conclu sur le champ. C'est aussi grâce à cette méthode qu'un fabricant d'installations radiographiques réussit à vendre ses appareils à l'un des plus grands hôpitaux de Brooklyn. On venait d'y achever un service de radiographie qui devait être le plus perfectionné et le plus moderne d'Amérique. Le docteur L, chef de ce service, était assailli par les représentants des diverses marques qui venaient à tour de rôle lui chanter les louanges de leurs marchandises. Cependant, l'un des fabricants cités plus haut se montra plus adroit que ses concurrents, car il connaissait infiniment mieux que la nature humaine. Il écrivit au docteur à peu près la lettre suivante. Notre usine vient de terminer une série absolument nouvelle d'équipements radiographiques. Le premier lot vient de nous parvenir aujourd'hui. Ils ne sont pas parfaits, nous le savons, nous voudrions les mettre au point. C'est pourquoi nous vous serions profondément reconnaissants si vous pouviez trouver le temps de venir les examiner, puis de nous expliquer comment nous pourrions les modifier pour les faire approuver par les membres de votre profession. Sachant combien vous êtes occupé, je me ferai un plaisir d'envoyer mon chauffeur vous prendre à l'heure que vous voudrez bien spécifier. Je fus surpris de recevoir cette lettre, déclara le Dr N, surpris et flatté en même temps. Jamais aucun fabricant n'avait jusqu'à ce jour sollicité mes conseils. Ça me fit sentir mon importance. J'ai été très pris cette semaine-là, mais je me fis excuser à un dîner pour répondre à la prière de l'industriel. Je vis les appareils. En les étudiant, je découvris leur qualité. Je me convainquis de leur valeur. Personne n'eut à me les vendre. C'est moi qui formais tout seul le projet de les acquérir et de les installer dans mon service. Le président Wilson avait pour conseiller secret le colonel House. Il avait pour cet homme une profonde estime et le consultait même plus souvent que les membres de son propre cabinet. Comment le colonel House avait-il acquis un tel empire sur le président? Nous le savons par les confidences qu'il fit à un de ses amis. Quand je voulais convertir le président à une idée, je la mentionnais négligemment devant lui, la semais comme une graine dans son esprit, mais sans insister, juste pour qu'il pût l'entendre et se l'approprier. C'est par hasard que j'avais appris la valeur de cette stratégie. Un jour à la Maison-Blanche, je lui avais suggéré une action qu'il avait paru désapprouvée sur le moment. Or, quelques jours plus tard, pendant le dîner, quelle ne fut pas ma stupéfaction de l'entendre énoncer ma proposition comme si elle lui était de son cru. À ce moment, le colonel House intervint-il en s'écriant « Mais c'est moi qui vous ai suggéré cela !» Or non, pas le colonel House, il était bien trop fin pour ça. Il se moquait pas mal des compliments. Ce qu'il voulait, c'était des résultats. C'est pourquoi il laissa croire à Wilson que l'idée venait de lui. Il fit mieux. Par la suite, il donna publiquement au président le crédit de ses propres trouvailles. Sachons que les gens que nous rencontrerons demain auront les mêmes faiblesses que Woodrow Wilson, et appliquons les principes du colonel House. Si vous voulez influencer les gens, adoptez la règle numéro 7, laissez-leur croire qu'ils ont agi de leur propre initiative. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine.